Là, je pense qu'on m'entend mieux. Ouais. Ouais, je me suis amusé pendant les vacances à essayer de tracer un segment de droite avec des pixels. Et du coup, moi, j'adore réinventer la roue, donc je me suis amusé à essayer de voir comment on peut faire. Ensuite, j'ai comparé ma méthode avec celle qui a été élaborée par Bresenham dans les années 50. Et en fait, c'est un peu différent. On va dire le mécanisme est le même, mais c'est beaucoup comment dire, plus ludique, plus simple. C'est tout bête à faire et je voulais vous faire une petite démonstration par rapport à ça. Donc, an easy algorithm to draw a line without using Bresenham's algorithm. Oh, okay. Just wanted to meet the persons usually. Auric was a brand that sold mostly in England and in France. France, you have a lot of followers in the 80s. Yeah, but from which country are you, Ricardo? I'm Portuguese. 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 I have a large collection of retro computers. I have Atari, I have Commodore, I have Auric, I have an Enterprise 128. I got it from Hungary. I have a lot of Spectrums, Sinclair computers. I have two QLs, two plus 3, plus 2, Toast Racks. I have Commodore 8-bits and 32-bit. I have Atari 8-bit and 32-bit. I like all the computers I never had the chance to buy when I was a kid. I decided to buy right now and have a bit of fun and make a good collection. And I bought two Aurics. I also bought from Piotr Bugaj. I bought Auric Reborn interface. I have it somewhere. It's emulates a disk drive. It's basically disk controller with a Gotek built in. Yeah, you have one also. Good choice. I buy a lot of stuff from Piotr Bugaj. It's successful and it does a great job. I have to find them. So welcome in our 8-bit meeting computer. And I have myself also some computers. Also, I have an Enterprise 128, 64 also. I have several Commodores. I grew up mainly with Spectrum and Atari STs. Then I decided to start buying old computers and learn how to program. I like to learn how to program the old computers, not just games. And games, I can game on an emulator. I would like the real machine to program to. That's the fun in the old machines. You have complete access to the hardware. Yeah. Now it's quite more easy than 30 years ago. Yeah. To code. I'm going to try. So we are happy tonight. I think that Kenneth will be a software demonstrator to discuss about its routine. Tu nous parles de ta routine, Kenneth, ce soir? Ouais, en fait, j'ai fait un bout de code. Bah, du coup, j'ai pas encore terminé l'écriture. En fait, la routine permet il suffit d'entrer 4 valeurs, donc X et Y, du premier point et du deuxième point. Et ensuite, la routine trace le segment de droite. Donc, il vérifie qu'il n'y a pas de dépassement. Enfin, s'il y a dépassement, il ne se passe rien. Donc, c'est compatible avec les sextets de la haute résolution du Auric. Et à chaque fois qu'on trace un trait, il garde en mémoire les sextets qui sont utilisés.
Et après, il y a une routine d'effacement et ça évite d'effacer les 8 kilos de la mémoire haute résolution. Donc, il suffit juste d'effacer les quelques traits que l'on a tracés sur l'écran. Donc, en fait, cette routine contient elle traite 4 octants, puisque l'algorithme permet de tracer un segment de droite compris en inclinaison entre 0 et 45 degrés. Donc, pour faire une droite plus inclinée, on inverse donc la routine de traçage et au lieu de travailler sur l'axe des X, on travaille sur l'axe des Y. Et du coup, on retrouve le même principe. Pour les octants en dessous, bah, il suffit au lieu d'incrémenter Y, on décrémente. Et pour les octants qui sont du côté gauche, bah, en fait, on s'en occupe pas puisque quand on trace un trait de A vers B, on peut le tracer de B vers A et du coup, on n'a pas à traiter les octants restants. Donc, je vais vous montrer l'algorithme, il est tout simple. Ça peut être sympa à utiliser, ça fait 5 lignes en langage basique. Donc, bah, je vais vous montrer. J'ai une question. Qu'est-ce que tu appelles oui. octant? En fait, quand on trace un trait, il se place dans une zone, dans le cercle, il se place dans une zone angulaire. Et qui est compris, alors si on parle d'un quadrant, par exemple, la zone de travail, c'est entre 0 degré et 90. Donc ça, c'est le premier octant. Après, entre 0 degré et moins 90 degrés, ça va être le deuxième octant, et ainsi de suite. Donc, il y a 4, le cercle est divisé en 4 secteurs. Un octant, c'est 8 secteurs, parce que comme je ne peux pas tracer une droite avec le même algorithme de 0 jusqu'à 90 degrés. Donc, en fait, je travaille il y a 8 secteurs, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que j'appelle les octants. Alors, donc, par exemple, si je veux tracer un trait, je vais vous montrer. Alors, par exemple, on va imaginer un segment de droite qui utilise 7 cases à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 7 cases à l'horizontale et 5 cases en montée. Donc, on aura en hauteur 5 et à l'horizontale 7. Voilà, je ne sais pas si on voit bien les chiffres. Oui, ça va. Donc, en fait, l'idée, c'est de... Je vais dessiner donc mon premier pixel qui se situe donc en bas à gauche. Et on va essayer d'atteindre le dernier pixel en haut à droite. Pour ça, on va placer à l'intérieur de la case la moitié de la valeur de Y, donc le 5. Alors, je travaille qu'avec des entiers, donc 5 divisé par 2, ça va faire 2. Donc, voilà. Et du coup, ce résultat, on va l'additionner avec le Y, donc le 5, et on va placer le résultat dans la case d'à côté. Et on va réadditionner et placer le résultat dans la case d'à côté, et ainsi de suite. Donc, tout simplement. Si ce résultat dépasse la valeur des X, le 7 dépasse ou est égal, on va travailler dans la ligne suivante. Et ce résultat, on va l'amputer de cette valeur. Et on recommence. Donc, je vais vous faire une démonstration. Donc là, on a 2. Je vais ajouter 5, ce qui fait 7. Donc, 7 est égal à la valeur des X. Donc, on est obligé de travailler dans la case du dessus. À ce moment-là, je vais donc soustraire cette valeur. Donc, 7 moins 7, ça fait 0. Et donc, je confirme mon pixel ici. Et ensuite, je recommence. Donc, le 0, je vais ajouter 5.
Donc 0 plus 5, ça fait 5. Là, on ne dépasse pas 7. Donc, je n'augmente pas de ligne. Je confirme mon pixel ici. Et ainsi de suite. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Bon, là, je dépasse 7, forcément. À 10, j'enlève 7, j'obtiens 3. Et bien sûr, je change de case puisqu'il y a dépassement et je confirme mon pixel. Donc, je peux continuer comme ça. 3 plus 5, 8. Donc là, on a dépassement. 8 moins 7, 1. Je travaille la case du dessus. Je confirme le pixel. 1 plus 5, 6. Pas de dépassement. Je mets mon pixel. 6 plus 5, 11. Je dépasse. 11 moins 7, ce qui fait 4. Donc, on est bien arrivé au bout. Donc, vous pouvez faire cette méthode. Alors là, on voit bien la ligne qui est tracée. Et on peut faire cette méthode avec n'importe quelle valeur. Simplement, il ne faut pas que Y soit plus grand que X. Et avec ce petit algorithme tout simple, on peut tracer n'importe quel trait avec des pixels. Donc, compris entre 0 et 45 degrés. Alors, ensuite, j'ai regardé l'algorithme de Bresenham. Et alors, lui, c'est différent parce qu'il ne vérifie pas le dépassement, mais il vérifie si ça passe en dessous de 0. Il fait des soustractions. Mais lui, il travaille avec des valeurs multipliées par 2. Donc, du coup, il y a un peu plus de travail. Et après, le trait, il n'a pas la même esthétique, mais on retrouve quand même l'esthétique du trait pixelisé. Voilà. Et tu as regardé la vitesse Donc, en de ton langage machine, ça fonctionne bien. On m'a dit que ça marche bien aussi. Et là, je vais finir mon programme et il permettra c'est une petite routine qu'on pourra appeler. On entre les 4 valeurs et ça trace un trait. Ça permet de faire du traçage très rapide chez Auric. Et d'ailleurs, j'ai comparé avec enfin, j'ai pas regardé l'algorithme de Microsoft, mais vous remarquerez que quand on trace un trait qui fait, par exemple, 10 cases de long et 3 cases de haut, normalement, on devrait avoir 3 petits segments de taille pratiquement égale. Et chez Microsoft, c'est pas ça du tout. On a un segment tout petit au début, tout petit à la fin, et un grand trait au milieu, ce qui n'est pas très beau. Alors qu'avec cet algorithme, on a vraiment un trait de bonne facture. Donc voilà. Bravo. Emmanuel, tu avais une routine Draw dans ton Basics? Non, non, je réutilisais les routines de la ROM. C'est très intéressant. Ouais, ce serait intéressant de voir les mathématiques derrière. Je pense qu'il doit y avoir des histoires de sinus. Parce qu'en fait, quand on se déplace dans un sens, en fait, on change l'angle. Et du coup, on rattrape après avec les histoires. En fait, c'est à chaque fois qu'on fait un déplacement, c'est une sorte de. On travaille toujours sur une zone de calcul. Et le comportement des restes fait que on a des. En fait, j'ai cherché à trouver le lien entre le comportement des chiffres et le comportement du trait pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en commun. Et du coup, en faisant ça, ça fonctionne très bien. Et ça permet d'avancer. Et le 7 et le 5, c'est en fonction de ton inclinaison de ta courbe. Enfin, tu as toujours 7 en abscisse et après tu vas de 1 à 7 pour l'inclinaison. Non, on met ce qu'on veut. On peut mettre 50 sur l'axe des X et 27 sur l'axe des Y. Mais il ne faut pas que Y dépasse X, c'est tout. En fait, j'ai essayé sur l'écran de l'Auric, 240 par 199, et le comportement reste le même. Puis c'est bien, c'est en dessous de 256, ça dépasse pas l'octet, c'est pratique. Voilà.
Ricardo, are you with a code on Auric? No, I still haven't programmed in Auric. I learned to program in Spectrum. I learned to program assembly of Z80X assembly, but not yet the 6502. Basic is not that difficult. Okay, there's some differences between basics and some functions specific to the computer, but the basic of the language is the same. Assembly is a completely different thing. J'ai appris l'assembleur du Z80A. Il m'a semblé très compliqué par rapport à l'assembleur du 6502. En fait, il y a plus de registres, il y a plus d'instructions, quoi. C'est beaucoup plus, c'est très très fourni, quoi, le Z80. Oui, il y a je ne sais plus combien de variables. Enfin, le problème du Z80, dans mon esprit à moi, c'était que il y avait des modes d'adressage qui n'existaient que pour certaines instructions. Alors que sur un 6502 ou 6510, chaque instruction a quasiment tous les modes d'adressage possibles. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est beaucoup plus pratique à l'usage, je trouve. Le Z80, j'ai fait quelques programmes dessus à la fac, mais vraiment pas sympa, comme l'assembleur du 80-86, du PC. Là aussi, c'est une plaie parce que certains modes d'adressage sont spécifiques à certaines instructions. On aime bien compliquer les choses. I think what Emmanuel said about addressing modes is because the Z80 was based in Intel 8080 design. Basically, the Z80 is compatible with the Intel 8080. 80-80. So it has all those crazy ideas from Intel. Also specific of the x86. Well, it's a CISC processor. The 6502 is closer to what's now called RISC. Yes. Yeah, it's no surprise ARM started with the 6502 because they started from the BBC Micro and stuff like that, yes. which I also have 6502. Also have a BBC Micro and a BBC Master. They're great machines, very, very well designed, but a lot more complex than the Auric or the Spectrum. I think the idea in the Auric and the Spectrum was to be a good compromise between performance and capabilities and price. The BBC has to have it all. It was most expensive. Yes. As the Commodore 64. Commodore 64 was also an expensive machine, but has completely different characteristics from the Spectrum, especially in the sound department. The Enterprise, for example, the Elan Enterprise is a wonderful machine. If they had launched in '82 as they wanted, they probably would have stolen a big part of the market from the Spectrum, from the Commodore 64, because the characteristics of the video and sound are very similar to the Commodore 64. It's a great machine, very well designed, with some custom chips. The problem is they launched 3 years later, so they lost the market. Impressively, they sold the surplus to Hungary, and in Hungary they have a lot of followers. But it's a great machine. Ok. Donc, à mon avis, on n'aura pas David. Et puis, on va être un peu à sec. Peut-être qu'on peut faire un tour de table pour dire ce que les uns ou les autres on a envie de faire d'ici la fin d'année. Bruno, tu continues ton développement de ligne droite? Ouais, je vais continuer donc le programme. Je me suis amusé à
trouvé dans une brocante une manette de jeu. Je crois que c'est Sega, ça. Ça, c'est Sega, je ne sais plus si c'est Saturn ou Genesis. En fait, c'est un modèle générique avec des petits interrupteurs. J'ai enlevé les interrupteurs et à la place, j'ai mis mes 2 connecteurs DB9. Et en fait, c'est compatible Auric. C'est-à-dire que là, on a les directions. Là, on a la touche de feu. Et après, j'ai utilisé les autres touches comme si c'était le pavé de direction de l'autre manette. Donc, du coup, si on veut développer des jeux combos avec une interface IJK ou PASE, si on branche qu'une seule manette, on peut avoir plein de combinaisons de touches. Alors, j'ai essayé, on peut avoir toutes les touches simultanées. Et ça permet de faire des jeux un peu compliqués, pas simplement avoir 4 directions et un tir. Là, on a 2 tirs et 2 fois 4 directions. Donc voilà. Emmanuel, Basics 2. Le problème, c'est que le source a été modifié par Philippe Navez, que je n'arrive pas à recontacter. Ses parents n'habitent plus là. Il n'est pas sur Internet. J'ai essayé d'appeler dans sa ville des gens qui portaient son même nom de famille, mais non, ils n'ont pas daigné répondre. J'ai pu que laisser des messages. Donc, ce qui me gêne, c'est qu'on avait un système de développement basé sur un assembleur issu d'une revue de microsystèmes qu'on avait tapé. Il y avait plein de lignes. Le souci étant qu'il se mettait pile à l'endroit où on voulait stocker Basics. Donc, on l'a déplacé. Donc, on a réécrit les adresses. Alors, je ne sais plus dans quelle zone on l'avait mise. Et je n'arrive pas à retrouver. Comme je n'ai pas mes disquettes, sur l'une des disquettes récupérées par Simon qu'il avait trouvé sur une braderie, c'est peut-être cela, mais comme je n'ai plus mes documents, je ne retrouve pas les ordres. Et j'ai essayé de faire un peu de reverse engineering, mais je suis un peu rouillé côté 6502. Et tu as utilisé quoi pour désassembler? J'y suis allé à la main. Donc, j'ai utilisé ce qui est intégré dans Auricutron. On peut voir une zone mémoire et on peut... le débugger, oui. Voilà. C'est ça que j'ai utilisé pour voir. Et puis, je me suis refait une table avec tous les points d'entrée de la ROM qu'on utilisait, les zones mémoire qu'on avait stockées en page 0 et en page 2, à quoi ça correspondait dans nos routines. Donc, il y a des routines, c'est moi qui les ai écrites, donc quand même, je m'en suis souvenu. Il y en a d'autres, je ne saurais plus dire qui c'était. Et il y en a, je sais que c'est Philippe. Mais un 2, ce serait une amélioration simplement parce qu'en relisant certaines choses, j'ai vu qu'il y avait moyen d'aller un petit peu plus vite. Mais il n'y a pas grand-chose à récupérer. On ne peut pas améliorer grand-chose. J'ai juste débugué parce que j'ai vu qu'il y avait une erreur dans la version Atmos sur une fonction de calcul. Je ne sais pas. Philippe s'est mélangé les pinceaux. Tu sais qu'il y a un désassembleur qui existe, qui n'est pas trop mal pour PC. Il y a un désassembleur multisystème. Tu peux désassembler de l'Apple, de l'Atari, de l'Auric. J'ai dû voir, en effet. Oh, il y en a plein, hein. Mais oui, il y en a plein. Il y en a un qui est pas mal. C'est une question de goût. Tu peux en tête le nom. C'est moi qui ai donné
Alors, je sais qu'il y a des petites optimisations qu'on pourrait faire. Hein. Il y a des optimisations puisque j'ai vu que, par exemple, les routines, la routine draw et en fait quasiment toutes les routines graphiques de Loric, il y a moyen de ne pas générer de message d'erreur si on déborde et de faire en sorte que le tracé soit fait dans la partie visible de l'écran. Donc, ça permettrait d'avoir des choses qui fonctionnent, qui ne plantent pas avec des messages d'erreur, et surtout, qui vont plus rapidement, parce qu'il y a moins de contrôle, comme par hasard. Oui, il nous reste... c'est la fin. J'ai pas l'heure, là. Je propose qu'on s'arrête là. Ricardo, j'espère que la prochaine fois, il y aura plus de monde et tu verras plus de choses. 7, 9, 10, 11, 12. Donc normalement, la prochaine, c'est le deuxième vendredi de décembre. Okay. C'est le deuxième vendredi du dernier mois du trimestre. I'll keep an eye in the group. Yeah. And you will have... some of our videos, you can take a look and see what are the subjects we have discussed on last meetings. Okay. I find it interesting